Bonjour, ici Perrine Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Chanron. Il est VP Expertise and Sustainable Technologies au sein de Daher. Notre échange révèle beaucoup de paradigmes autour de la question du temps. Il travaille dans le secteur de la construction aéronautique, fait l'éloge de la lenteur et circule en vélo au quotidien. Son secteur d'activité fabrique de la vitesse via des cycles de recherche et développement sur des dizaines d'années. Vincent a une conscience aiguë de l'urgence à agir pour la protection de l'environnement, tout en étant clairvoyant sur la patience et l'endurance nécessaires. Il se nourrit de petites victoires à très court terme pour réussir à être persévérant dans ses projets menés sur le long terme. Pour maximiser son impact au sein de Daher, Vincent a décidé de prendre le temps de miser sur l'intelligence collective. Vous allez notamment découvrir comment il fait collaborer les équipes et les actionnaires pour relever les défis d'un développement durable. Bonjour Vincent. Bonjour Perrine. Tu me parles aujourd'hui depuis le Japon. Pourrais-tu nous raconter où tu es exactement et ce que tu y fais ? Oui, tout à fait. Donc là, je vous parle depuis mon appartement à Tokyo, où je suis depuis le début du mois de février. J'ai été envoyé par mon entreprise, qui est une entreprise qui s'appelle Daher, un équipementier aéronautique. On en reparlera peut-être dans un instant. Pour m'occuper d'un certain nombre de sujets autour des technologies durables et du développement du marché asiatique. Et voilà, situation un petit peu particulière avec la crise sanitaire qui nous frappe. Donc du coup, je suis un peu confiné dans mon appartement depuis mon arrivée ici. Donc une installation tokyoïte dans des conditions un peu particulières. Exotisme particulier en effet. En février dernier, avant que nous soyons tous mis au ralenti par le Covid, lors du Conseil des générations futures, tu soutenais l'idée de la fresque de la lenteur, pour faire l'éloge de la lenteur. Tu travailles dans l'aéronautique et tu veux ringardiser la vitesse et rendre sexy la lenteur. Peux-tu nous expliquer ta démarche que nous pourrions estimer de prime abord paradoxale ? Oui, alors on attaque direct dans le vif du sujet. Effectivement, c'est un petit peu l'aboutissement d'une démarche pour s'intéresser beaucoup plus aux enjeux de développement durable et pour ce qui me concerne d'essayer d'influencer le secteur ou en tout cas l'industrie de la construction aéronautique qui a débouché effectivement sur le fait que Daher a participé et même co-organisé ce Conseil des générations futures, qui est une instance qui est co-organisée par
par Ouzbek Erika et par d'autres entreprises telles que EDF pour mettre en commun ou en tout cas réfléchir ensemble entre des entreprises, des acteurs de la société civile, mais également des politiques et des journalistes autour de thèmes de société. Et donc lors de ce dernier Conseil des générations futures, on a évoqué les thèmes de la mobilité, qui est un des vrais enjeux aujourd'hui, je pense, de notre société et encore plus au regard des enjeux de développement durable auxquels on fait face. Et donc du coup, on a regardé un certain nombre de solutions lors d'une soirée qui avait été organisée à Paris pour essayer de faire des propositions concrètes pour diminuer l'impact écologique de nos solutions de mobilité. Et donc du coup, moi je faisais partie d'un groupe de travail qui était effectivement sur la lenteur, ou en tout cas essayer de rendre de nouveau sexy, ou de rendre sexy la lenteur dans un monde qui s'accélère de plus en plus et sur lequel on essaye de bouger de plus en plus loin et de plus en plus rapidement. Alors j'ai pas nécessairement de réponse directe avec le lien avec l'aéronautique, dans le sens où ce qui est intéressant dans le Conseil des générations futures, c'est qu'on peut explorer des solutions au-delà même de nos appartenances dans nos entreprises respectives. Ceci dit, il y a une réalité physique qui existe dans le monde de l'aéronautique encore plus que dans les autres mobilités, c'est que la consommation d'énergie est directement proportionnelle, voire parfois exponentielle au-delà de certains seuils, à la vitesse à laquelle on se déplace. Et donc si on était prêt aujourd'hui à se déplacer en avion à des vitesses beaucoup plus réduites que celles auxquelles on se déplace, la consommation pourrait être grandement réduite, même avec un mode de transport qui a un impact sur l'environnement très fort. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir explorer des solutions, voir si ça peut avoir une réponse sociétale, et ensuite, dans un deuxième temps, essayer de voir quelles sont les réponses que les sociétés peuvent apporter pour pouvoir mettre ça en musique. Mais moi, c'est quelque chose auquel je crois réellement aussi d'un point de vue plus personnel et d'un point de vue voyage et déplacement personnel. Pour le coup, moi je suis un fervent utilisateur du vélo, de la bicyclette, alors plutôt sur un mode sportif au début, mais également ensuite pour des déplacements en ville, et également maintenant pour se déplacer pour les vacances, pour faire des voyages itinérants en vélo. Je trouve que la bicyclette est la bonne combinaison de vitesse pour pouvoir découvrir une ville, une région, un pays. C'est peut-être un peu plus un peu plus ambitieux. Et donc du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et effectivement, on a essayé d'imaginer dans ce groupe de travail, à l'image de ce qui se fait autour de la fresque du climat. Je ne sais pas si les gens connaissent la fresque du climat, sinon je les encourage à aller voir. C'est une plateforme qui permet de sensibiliser aux enjeux du climat. On s'était dit que pour gamifier un petit peu la lenteur, on pouvait essayer d'imaginer une fresque de la lenteur pour, comme je le disais, rendre un petit peu sexy ce concept de lenteur, ou en tout cas de vitesse un petit peu réduite. J'entends que tu es concerné par les enjeux de développement durable au niveau personnel comme au niveau professionnel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand et comment tu as eu ce déclic ? Oui, parce qu'effectivement, déclic il y a eu, en tout cas pour moi. Je pense que ça, c'est le cas pour pas mal de personnes, en tout cas. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé quasi exclusivement dans le secteur de la construction aéronautique. Dans un premier temps, chez le constructeur d'avions Airbus, puis chez le constructeur d'avions et équipementier Daher, qui fabrique des petits avions et qui est équipementier pour les plus grands avionneurs. Et donc du coup, et j'avoue que je me suis au début de ma carrière posé très peu de questions sur l'enjeu et l'impact climatique que le transport aérien pouvait avoir sur le changement climatique et sur l'évolution du climat et de notre place sur Terre. Et des déclics, il y en a eu plusieurs. Il y a eu forcément une montée en maturité progressive.
Et après, moi, j'ai eu, je pense, peut-être 2 déclics qui datent de, on va dire, 2015-2016. La première, ça a été la lecture d'un livre. En l'occurrence, c'était une BD qui s'appelle Saison brune de Philippe Squarzoni, qui justement moi m'a parlé beaucoup en tant que ingénieur, puisque ça a beau être une bande dessinée, ça reprend des éléments très factuels et très scientifiques sur un certain nombre de dérèglements qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Et pour moi, ça a été surtout un œil ouvert sur les effets de seuil que j'ignorais jusqu'à présent, c'est-à-dire que on est en train de dépasser, voire on a déjà dépassé un certain nombre de seuils qui seront irréversibles, parce que jusque-là, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, j'avais peut-être la conviction, et si ce n'est la conviction, au moins je pensais ou j'osais espérer que avec la technique et avec la technologie, ou même en s'arrêtant de consommer des gaz à effet de serre, on pouvait revenir à une situation plus désirable en quelques années. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas. Donc ça a été une première lecture qui, moi, m'a ouvert les yeux et qui a appelé beaucoup d'autres lectures par la suite sur le sujet, donc qui a fait monter ma prise de conscience sur le sujet. Et je pense qu'il y a une deuxième chose qui a également été un déclic, et ça peut sembler paradoxal, mais c'est que je me suis mis à la plongée sous-marine, et en me mettant à la plongée sous-marine, alors j'avais très peur de l'eau jusqu'à ce moment-là, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise sous l'eau, mais je me suis mis à la plongée sous-marine et j'ai découvert dans le monde sous-marin en fait un monde qui semblait vierge de toute influence humaine, et j'ai réalisé à la fois la beauté, la collaboration et la presque perfection qui peut agir et qui peut avoir lieu sous les eaux, collaboration entre des espèces animales, des espèces végétales, etc. Et ça m'a ouvert les yeux en fait sur deux choses. La première sur du coup la biodiversité qu'on pouvait avoir sur Terre, et que l'homme a grandement modifié ces dernières décennies, ces derniers siècles, ces derniers millénaires, premièrement. Et deuxièmement, que même si l'homme n'est pas présent à long terme sous l'eau, et ben on réussit quand même, avec notamment nos émissions de gaz à effet de serre et la consommation de plastique et plein d'autres choses, à avoir un impact grandement négatif sur ces écosystèmes sous-marins. Et donc voilà, ça a été un deuxième déclic pour moi, je dirais un premier plus intellectuel et lecture, et le deuxième plus émotionnel et basé sur des sensations, avec cette découverte de l'univers sous-marin, qui ont fait que voilà, je ne pouvais plus ne plus m'intéresser à ces changements qui étaient à l'œuvre. Et c'est à ce moment-là que tu es passé à l'action, ou qu'est-ce qui t'a poussé ensuite à passer à l'action au quotidien, dans ta vie personnelle, au travail ? Je pense que c'est là aussi une combinaison de facteurs, et c'est une maturation assez lente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réalise un certain nombre de choses, déjà entre les réaliser et le temps qu'elles deviennent des convictions, je pense qu'il se passe un certain temps. Et ensuite, il faut aussi trouver la façon de pouvoir mettre en mouvement ces convictions-là dans sa vie personnelle. Et c'est en général pas immédiat, surtout quand ça appelle, si ce n'est un grand écart, en tout cas un changement assez radical de nos modes de fonctionnement. Donc pour moi, ça s'est fait en quelques mois, peut-être une année au global. Et la question à laquelle j'ai essayé de répondre pendant ces quelques mois, tout en continuant à travailler dans mon entreprise, c'était jusqu'à quel point je voulais mettre en adéquation mon activité professionnelle avec ses convictions que je dirais personnelles, premièrement, et deuxièmement, à partir du moment où j'avais répondu oui à cette question, que je voulais mettre en adéquation mon travail et mes activités professionnelles avec ces convictions-là, et ben il fallait décider, ou en tout cas essayer de se faire une idée de savoir de quelle façon ça pouvait être réalisé. Donc moi, en tout cas, la question s'est assez vite tournée autour de: est-ce que j'ai plus d'impact
au sein de ma propre organisation, dans laquelle je travaillais déjà depuis 5 ou 6 ans, et donc j'avais aussi une certaine reconnaissance au sein de cette organisation. Ou est-ce que il faut faire un virage un peu plus fort, aller travailler pour une autre organisation dans un autre secteur d'activité pour pouvoir faire ça. Et bon, j'ai pris la décision au bout d'un moment, en tout cas, que je n'avais rien à perdre à essayer, dans un premier temps, d'essayer de changer les choses au sein de ma propre entreprise et au sein de mon propre secteur d'activité. Et j'ai assez vite réalisé que c'était là que, à court terme, je pouvais avoir le plus d'influence possible. Et donc ça a pris la forme au bout d'un moment de pouvoir aller voir directement le directeur général de l'entreprise pour lui proposer la création d'une direction du développement durable qui n'existait pas jusqu'à présent, et avec une feuille de route un petit peu concrète sur les prochaines étapes et la façon de pouvoir changer les choses. Quelle est la réalisation au service de la transition écologique et solidaire dont tu es le plus fier dans ton entreprise ? Bonne question, parce qu'effectivement c'est une entreprise de long terme, je dirais, de vouloir et de prétendre vouloir transformer une organisation. On le sait quand on parle de transformation culturelle, quand on parle aujourd'hui ou ces dernières années de transformation digitale. Toute transformation d'entreprise qui vient changer les fondements de l'entreprise, il faut voir sur le très long terme. Encore plus quand cette entreprise est une entreprise qui travaille sur un secteur du temps long. En l'occurrence, la construction aéronautique est un des secteurs sur lequel le temps est le plus long, c'est-à-dire que le temps de développement entre l'idée initiale et le temps du premier vol d'un avion, il se passe facilement 6 ans, et avant qu'il rentre en opération, c'est une dizaine d'années. Et donc c'est vraiment des temps très très longs, et après il reste en opération pendant une quarantaine d'années. Et également quand on travaille dans une entreprise familiale, et ça a été plutôt une chance pour moi de travailler derrière avec une entreprise à capital familial. Et qu'est-ce que ça change de travailler dans une entreprise familiale? C'est que c'est une entreprise qui pense sur le temps long, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de savoir si l'entreprise existera encore à la prochaine génération d'actionnaires. Et deuxièmement, ce qui change aussi, c'est que ce sont des actionnaires qui sont impliqués très proches de l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des individus, ce sont pas des ordinateurs qui gèrent le cours boursier d'une entreprise. Et donc ça veut dire qu'ils ont des convictions eux-mêmes en tant qu'actionnaires et qu'ils s'intéressent de façon très proche aux activités de l'entreprise. Donc toute cette périphrase pour dire que au final, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu entamer un certain nombre de transitions avec ses actionnaires. La particularité numéro 1 de Daher, c'est que on veut créer du lien entre les collaborateurs et les actionnaires. D'habitude, ce ne sont pas deux populations qui se rencontrent. Et c'est un choix qu'on a fait de privilégier ces moments de rencontre et ces moments d'échange entre collaborateurs et actionnaires, en se disant qu'on est en train d'essayer de construire l'avenir ensemble. Et ça a pris beaucoup de formes différentes, dont une dont je suis assez fier, qui est en train de voir le jour, qui est une sorte de think tank interne, composé de collaborateurs et d'actionnaires convaincus des enjeux de la transition nécessaires sur ces enjeux climatiques et environnementaux, et donc qui discutent et produisent des papiers et des notes pour pouvoir influencer les décideurs autour de ces choses-là, et de voir ces échanges entre collaborateurs et actionnaires, c'est quelque chose de très intéressant pour moi. Et au final, ça tourne beaucoup autour de l'humain. Précédemment, il y a eu d'autres choses qui étaient assez significatives aussi, avec la création d'un réseau d'ambassadeurs au sein du groupe autour de ces enjeux RSE, qui sont des gens qui
dans les régions, donc sur chacun des sites industriels et logistiques de Daher, un peu partout dans le monde ou un peu partout en France, sont censés porter ces enjeux autour du développement durable. Donc ça, c'est quelque chose de aussi hyper valorisant de voir naître ce réseau d'ambassadeurs et de voir ces efforts décuplés avec des initiatives qui sont prises un peu partout en France et dans le monde. Et si je devais citer un troisième exemple entre le think tank et ce réseau d'ambassadeurs, ce serait peut-être également la fondation, qui là aussi est une fondation d'entreprise et une fondation des collaborateurs. C'est quelque chose d'assez unique qui fait se réunir, qui fait que chaque collaborateur ou chaque membre actionnaire peut proposer des projets, qu'ils soient environnementaux, sociaux, pour qu'ils soient financés par la fondation de l'entreprise. Et ça fait se réunir des publics, encore une fois, qui d'habitude n'échangent pas ensemble, sur des thématiques très importantes pour le développement du futur de l'entreprise. J'en cite un dernier puisque du coup il me vient, je l'avais oublié en le citant, mais c'est quelque chose qui pour moi était également très très important. Au tout début, on a lancé une des premières initiatives qu'on a fait avec la création de la direction du développement durable. C'est un budget participatif. Un budget participatif en entreprise. Ça a été le premier budget participatif en entreprise qui a été réalisé. Il y en a d'autres qui ont été réalisés depuis, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est à l'image de ce qui se fait dans certaines communes françaises et internationales. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été inventé plutôt en Amérique du Sud, mais dont Paris est aujourd'hui le meilleur exemple puisque c'est le plus grand budget participatif du monde. Et donc on a fait un budget participatif en entreprise pour justement dire qu'il y avait une partie du budget de fonctionnement de deux sites, un site industriel et un site de bureau, qui était réservé aux collaborateurs et sur la base de propositions et d'idées. Et on voit bien que les préoccupations des collaborateurs sont en général très très portées vers l'avenir, vers bien évidemment le bien-être au travail, mais ça permet de les impliquer grandement dans la prise de décision au sein de l'entreprise. Et comment tu expliques que tu as réussi à mettre en place ces 4 projets? Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça? Je ne saurais répondre exactement à cette question. J'ai bien évidemment quelques petites idées. La première chose, ça a été que j'avais une certaine reconnaissance au sein de l'entreprise, étant donné mes fonctions précédentes, et donc du coup je pouvais avoir un lien direct avec la direction générale. J'avais un réseau également au sein de l'entreprise auprès de collaborateurs plus opérationnels, et donc du coup ce côté on va dire alors qui peut être connoté négativement, mais plutôt en termes de leader d'opinion ou d'influence qu'on peut avoir au sein de l'entreprise, pèse et porte et joue énormément pour savoir si on va être écouté ou pas écouté quand on fait ce genre de proposition. Donc ça, c'est le côté posture et de bien analyser quels sont les alliés, les adversaires et réellement les gens qui peuvent nous aider à porter dans cette démarche, c'est quelque chose de très important. Après, je dirais la deuxième chose pour moi, au sein d'une entreprise très technique et technologique, le fait d'avoir un background plutôt ingénieur et technique, et de pouvoir faire le lien entre ces enjeux-là et la réalité de l'entreprise a été quelque chose d'important. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est un peu le côté persévérance ou abnégation. En tout cas, moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de choses, et d'ailleurs je reste frustré de plein de choses que j'aurais aimé voir aboutir. Il y en a plein qui n'ont pas abouti, mais il y en a surtout certaines qui ont abouti, mais qui n'ont pas abouti du premier coup. Et donc du coup, je crois qu'il faut faire preuve dans ces moments-là de transition importante, de créativité, d'agilité pour essayer de trouver la bonne façon de proposer tel ou tel sujet ou de faire avancer tel ou tel sujet.
Et comment as-tu appris à faire cela? Bonne question que je m'étais pas encore posée. Je pense que je l'ai certainement appris par mon parcours universitaire et professionnel, dans le sens où j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal été étudié et travaillé à l'étranger, qui force pour le coup la nécessité de réussir à bien comprendre, anticiper les différences qu'on peut avoir, notamment en termes de communication. Et puis forcément, quand on va travailler dans un pays différent, ou même étudier dans un pays différent, ou même en changeant d'entreprise, ça force notre capacité à l'adaptation. Et j'imagine que j'ai dû trouver ou développer un certain nombre de techniques dans ces moments-là qui m'ont servi par la suite dans ma carrière et notamment dans cette mission-là. Et comment continues-tu maintenant, à apprendre? Alors, sur ces aspects-là, je pense qu'il y a, sur ces aspects-là, de réussir à apprendre, à toujours essayer de convaincre. euh, je dirais qu'il n'y a pas de secret, il faut surtout jamais, en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses, jamais être convaincu. Et, enfin, il faut trouver la bonne ligne entre ses convictions personnelles et néanmoins ne pas être convaincu à outrance d'avoir la solution. C'est-à-dire que je pense qu'on fait face à des enjeux qui sont très très importants et qu'il est important d'avoir des convictions sur le diagnostic. Et ça, là-dessus, ce sont des choses sur lesquelles il faut essayer de ne pas faire de compromis. Et néanmoins, il faut, je pense, avoir peu de conviction sur les solutions à apporter. Il faut en avoir pour avoir des propositions et lancer le débat ou la recherche de solutions. Mais bien souvent, les solutions qui sont mises en œuvre sont bien plus des solutions qui sont proposées par d'autres personnes et qu'il faut savoir s'approprier parce qu'elles vont pouvoir aller plus loin et certainement se mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Donc, je sais pas si c'est une façon de continuer à travailler ça, mais en tout cas, cette capacité à garder un esprit ouvert et notamment avec des gens qui n'ont pas nécessairement, qui ne partagent pas l'ensemble de ses convictions et même sur le diagnostic, est quelque chose d'important si on veut faire bouger les lignes au sein d'une entreprise ou au sein de toute organisation d'ailleurs. Et puis ensuite, je pense que en parallèle de ça, il faut continuer à se former également sur justement ce constat-là, sur les faits, sur ce qui se fait ailleurs, mais sur la réalité des changements, des transitions qui sont à l'œuvre dans la société avec un grand S, pour pouvoir à tout moment pouvoir adapter son discours et là aussi avoir la meilleure information disponible à partager avec ses collègues, ses chefs, son équipe, etc. Tu parlais de persévérance, d'abnégation, de la durée de ces projets-là aussi. Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie? Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie? Euh, je vais y répondre peut-être de façon détournée pour mieux arriver à la réponse, mais en tout cas, ce qui me frustre énormément et qui du coup me prend pas mal d'énergie, c'est pour faire écho à la réponse précédente, c'est quand j'ai un certain nombre de convictions et que je n'arrive pas à les faire passer. Et donc du coup, je passe mon énergie à essayer d'imaginer des façons autres et différentes de pouvoir réussir à les faire passer. Et inversement, parfois on a l'impression que sans effort, parce qu'on a trouvé un allié de circonstance ou un allié un peu plus long terme, parce que on a réussi du premier coup à trouver la bonne phrase, le bon mot, la bonne présentation des choses,
ou parce que conjoncturellement on est arrivé au bon endroit au bon moment. Il y a certaines choses qu'on arrive à faire passer beaucoup plus rapidement. Et là, on a une impression de facilité qui est presque déconcertante et qui est presque là aussi frustrante parce qu'on se dit peut-être que peut-être qu'on n'est pas allé assez loin. Mais en tout cas, voilà, ce qui me coûte moi de l'énergie, c'est forcément quand j'ai pas de réponses et de résultats qui vont dans mon sens à très court terme. Et qu'est-ce qui t'en donne? C'est toutes ces petites victoires. C'est toutes ces petites victoires. C'est quand on reçoit des messages, alors encore plus aujourd'hui quand on est à l'autre bout du monde, quand je reçois des messages d'actionnaires, de collaborateurs qui me font part d'un projet qui a réussi à voir le jour, de voir encore une fois, pour moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie, le dernier conseil des générations futures, de voir 8 collaborateurs et 3 actionnaires de Daher discuter ensemble avec plein d'autres personnes de la société civile de problématiques autour de la mobilité. Moi, je trouve que c'est fantastique de voir cette énergie qui se dégage, de voir ces solutions qui en émergent. Et voilà, et ça me donne bien évidemment beaucoup de reconnaissance, on va dire cachée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Et puis, bien évidemment, beaucoup d'énergie pour essayer de continuer à faire la même chose. Et comment te ressources-tu quand tu n'as plus d'énergie? euh, alors, je suis quelqu'un d'assez, à la fois assez solitaire et assez actif. C'est-à-dire que solitaire dans le sens où j'aime bien être tout seul, et donc je lis pas mal, je lis beaucoup. Bon, la période en plus s'y prête assez bien puisque en étant confiné tout seul dans mon appartement à Tokyo, voilà, j'ai pas mal de temps pour lire. Euh, voilà, j'arrive aussi au point où ces lectures ne sont intéressantes que si elles peuvent être débattues et partagées avec d'autres. Donc je suis comme tout le monde, j'ai fait mes petits apéros virtuels par ordinateur pour discuter de certains sujets et c'est très très ça me donne beaucoup d'énergie. Pas forcément la partie apéro, mais plus la partie échange. C'est à ça que je faisais allusion en tout cas. Mais je suis aussi quelqu'un de très actif et donc j'aime bien faire du sport. Et donc je parlais de vélo tout à l'heure, j'aime bien la course à pied aussi. Et c'est des sports qui peuvent être à la fois sociaux, c'est-à-dire qu'on peut discuter si on réussit à avoir un partenaire d'entraînement et donc ça permet de discuter de sujets et d'autres, mais également qui peuvent être très introspectifs. Et dans mes premières semaines ici au Japon, j'ai notamment fait un voyage en vélo tout seul le long de la côte qui avait été touché par le tsunami, le tremblement de terre et le tsunami en 2011, et qui était à la fois très introspectif et qui me permet de penser à ces sujets-là, mais également à beaucoup d'autres choses, mais également d'échanger lorsqu'on traverse des petites villes, des petits villages, avec un certain nombre de personnes. Et en tout cas, moi, voilà, ce côté nature et introspectif fonctionne très bien pour pouvoir me ressourcer. Est-ce que tu aurais en tête un projet ou une démarche tout simplement qui aurait échoué et pour quelles raisons selon toi? Euh... Oui, des projets qui ont échoué, il y en a. Il y en a. Si je fais allusion justement donc à ma dernière expérience en tant que directeur du développement durable de Daher, il y a un certain nombre euh, de sujets que j'ai proposés autour justement du changement de business model de l'entreprise qui n'ont pas forcément répondu, enfin qui n'ont pas forcément été acceptés. Là, en l'occurrence, la raison était beaucoup plus liée au changement drastique qui était proposé. Il faut savoir que le problème numéro un de la construction aéronautique, c'est qu'on est dépendant du secteur du transport aérien, qui à horizon 2050, qui est un peu l'horizon dont tout le monde parle aujourd'hui, pour lequel il faut qu'on non seulement qu'on trouve des solutions, mais qu'on ait réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de solution miracle
pour la propulsion aéronautique à cet horizon-là. Comme je l'ai dit, ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps à être développés, à être mis en place. Et donc du coup, pour un acteur de la construction aéronautique de réfléchir à ces enjeux-là carbone, c'est quelque chose qui demande une maturation forte et surtout une conscience sociale forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Daher emploie plus de 10 000 personnes, et donc du coup, on ne peut pas piloter une entreprise de la même façon qu'on pilote ses décisions en tant qu'individu ou en tant que foyer familial. Et donc, il faut être conscient de la réalité des changements qui sont proposés. Et voilà, moi j'estime qu'en tout cas les projets qui ont été refusés ont permis néanmoins d'aborder et de discuter du constat et de pourquoi ils étaient importants, et peut-être d'en proposer d'autres qui permettent d'aller dans la bonne direction, mais qui ne sont pas aussi ambitieux et aussi importants que ceux qui avaient été proposés. De quoi as-tu besoin maintenant pour continuer, voire accélérer ? De continuer à faire du vélo pour avoir plein d'énergie, peut-être, pour faire avancer les choses. Non, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin que, je pense, au même titre que dans la société avec un grand S, on a besoin d'une masse critique, et on a besoin d'un certain nombre de personnes, ou qu'un certain nombre de personnes partagent ces convictions autour du constat et de l'urgence à agir. Et aujourd'hui, que ce soit dans mon organisation ou dans la société française ou mondiale, même si on peut imaginer à certains moments qu'il y a un consensus autour de ce constat-là, mais je pense qu'on est encore très loin d'avoir atteint la taille critique. Et donc il faut encore convaincre. Et je pense qu'en plus il faut avoir une diversité de profils différents pour convaincre le plus grand nombre de personnes. Je pense que toi, Perrine, tu as discuté et tu as échangé avec un grand nombre de personnes, et quand tu poses la question du déclic, tu as une variété de réponses très très différentes. Et donc du coup, ce qui marche pour moi, avec mon background, avec ma situation personnelle, ne va pas marcher avec d'autres. Et peut-être que moi, je n'aurai absolument pas les bons arguments pour pouvoir convaincre quelqu'un d'autre. Et ce sera sur un tout autre niveau qu'il faudra agir. Et donc du coup, j'ai envie de croire à cet effet boule de neige, et en tout cas sur la nécessité d'avoir le plus grand nombre de personnes avec une variété de profils le plus différents pour pouvoir trouver des modèles et trouver des façons de convaincre le plus grand nombre de personnes. Et on a besoin de cette taille critique pour ensuite faire bouger les choses. Et je suis convaincu que c'est par cette taille critique qu'on fera ensuite bouger les entreprises, qu'on fera bouger les politiques, qui ne sont pas des acteurs qui, a priori, seront des leaders. Il n'y a que si on atteint une taille critique de personnes convaincues qu'on pourra le faire. Est-ce que tu as une conviction en ce moment que tu aimerais partager, un cri d'alerte, un point de vue ? Oui, des convictions, mais elles sont relativement basiques. Mais je vais revenir, et donc du coup je vais peut-être faire le lien avec ta toute première question. Mais c'est cette lenteur, ou en tout cas je questionne beaucoup tous ces enjeux-là autour de la vitesse, de la croissance, qui sont des choses qui ont été désirables dans notre société pour au moins les 40 dernières années, certes peut-être plus, mais qui aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'on arrive au bout de tout ça, et qu'il faut rendre réellement, et qu'il faut trouver d'autres choses qui sont désirables, et donc de pouvoir profiter de paysages, de choses relativement simples, cette recherche de la simplicité et de la sobriété,
oui, c'est quelque chose que j'aimerais voir un peu plus et un peu plus largement partagé, et c'est quelque chose sur lequel moi-même je dois travailler. Donc voilà, c'est une conviction assez large, et en tout cas, c'est une conviction assez large que ça fait partie d'une des solutions. Ça n'est certainement pas la solution, mais ça fait partie d'une des solutions à mettre en œuvre pour répondre à cet enjeu d'urgence devant lequel on est, et pour assurer la pérennité d'une vie à peu près normale sur Terre. Pour conclure, quelle musique, quel titre notre échange t'évoque-t-il ? Alors là, tout de suite, alors ça va peut-être pas paraître très positif, mais je pense à un titre du groupe anglais Otseki qui s'appelle Already Dead. Donc le titre n'était absolument pas très engageant, mais notre échange nous y fait penser, pas par rapport à ce titre ni aux paroles, mais par le côté très contemplatif de cette musique, assez lent, et je trouve que, en tout cas, moi, j'y vois dans ce titre-là aussi beaucoup d'espoir. Donc voilà. Voilà la touche positive, malgré le titre, sur laquelle on pourrait conclure cet échange. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour cet échange. Merci pour ton endurance. J'espère que tous ceux qui vont t'écouter vont avoir le déclic. Merci à toi Perrine, et je peux dire aussi que cet échange m'a permis là aussi de me régénérer, de me donner beaucoup d'énergie. Merci, à bientôt. Au revoir Perrine. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.